Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À Lucia. Publication et communication. L'art savoir, la question de la transmission, une revue Le Sociographe Montpellier IRTS numéro 6 à paraître septembre 2001. Sexualité et voix, une revue Le Sociographe Montpellier IRTS numéro 27 septembre 2008. Le chant du Moyen-Âge, Médiathèque d'Uzès, les 20 ans de la médiathèque. Discographie. Disque avec CH. ZAGARIA, AMB La Dossor d'Autant Novel, produit par Delphaki chez Bouddha Musique, distribué par Mélodie. Ref 82 961-2 DK018. Cassette pour enfants Pichonanais, DRAC, Conseil régional Languedoc-Roussillon, produit par Delphaki. Distribué par Delphina. Élaboration du disque Mascaron. Répertoire de chants sur le thème de l'oiseau. Dépôt légal SACEM, 1996. Élaboration du disque Delphina. Répertoire de création musicale basé sur des textes de Trauberitz, poétesse du XIIe siècle. Dépôt légal SACEM année 2000, prod Delphina. Se canta, compilation GOBMG Musique de Provence. Le rythme de la parole, éditions Accords Croisés, Harmonia Mundi, avril 2004. FINAMOR, édition Bouddha Musique distribuée par Socadisc. Ref 860 149, SC 870, 2007. Color, édition Bouddha Musique distribuée par Socadisc. Ref 860 198, SC 870. 2011. Contribution. Chapitre 2, 1986. Jolpon de Mirabel, compilation Revolum. Se canta, Provence 2000, BMG École. Géo. Message d'Aki, 2004, compagnie Monsieur Montanaro. Raison de la Pera, FAMDT 2007, compagnie Lubac. Introduction. Notre intention n'est pas d'étudier directement les textes des Trauberitz afin d'en explorer leur contenu thématique, poétique, mais de les appréhender du point de vue des auteurs qui se sont penchés sur le corpus de ces femmes poètes d'un Moyen-Âge, compris entre les XIe et XIIIe siècles. Les facteurs déterminants pour la réception de ces œuvres poétiques résident dans la problématique que nous pourrions ramener à la question de la temporalité en général. Lorsqu'on choisit de traiter le sujet des Trauberitz, il convient de s'arrêter parfois au seul temps de leur composition, c'est-à-dire le Moyen-Âge, plus précisément à la période comprise entre les Xe et XIIIe siècles. Ces siècles sont pour la littérature d'une extrême importance, car ils voient l'émergence d'une expression poétique lyrique unique. Cependant, rien ne nous renseigne à la lecture de ces textes sur leur provenance, ils sont à considérer de façon isolée, chaque poème formant une entité autonome. Divers documents peuvent néanmoins leur être associés, et ce plus tardivement. Ce sont les Vidar, Azos, sorte de biographie et récits qui, déjà au travers d'un écrivain qui n'est pas celui des poèmes, nous renseignent sur leurs éventuelles origines. Si l'on s'inscrit directement dans un processus historique, la chronologie impose une certaine hiérarchie dans laquelle synchronie et diachronie sont nécessairement présentes. La difficulté majeure de l'écriture d'une histoire littéraire réside en cela qu'elle se construit à l'aide d'outils de comparaison faisant parfois coexister des époques différentes. Or, nous savons que la recherche dépend d'un long processus qui ne se défait pas nécessairement de ses antécédents, bien au contraire. Il est important de noter et d'étudier les diverses approches des auteurs abordés. Nous avons tenté de ne pas cloisonner nos recherches dans des modes classificatoires. Il aurait été vain d'élaborer une hiérarchie dans la littérature. Les Trauberitz sont à l'origine d'un corpus d'expression poétique qui leur est attribué par le biais de la mise à jour de quelques manuscrits. Cette poétique, féminine, repose sur une forme d'oralité intrinsèquement liée à la forme employée, c'est-à-dire au chant. L'ancienneté de ces œuvres laisse cependant planer des doutes quant à leur légitimité attestée. Ces voix de femmes venues d'un autre temps viennent entériner l'existence de certaines pratiques. L'iconographie relative à cette époque, des Xe et XIIIe siècles, est riche de représentations où l'on peut déceler la présence d'une expression féminine consacrée à la lyrique. Le corpus des Trauberitz poésie ou musique, nous le verrons,
La musicologie a effectué de nombreuses avancées permettant aux recherches linguistiques et historiques de comprendre les documents qui sont à leur disposition. Là encore, nul n'est en mesure de définir de façon précise quelle place occupait réellement la musique à cette époque pour les trobérites. Il pouvait s'agir de textes servant de trame à titre d'exemple, comme fils conducteur d'une narration ou scansion. Étaient-ils dépourvus de musique ? On peut penser que la tradition orale était si vivante qu'un siècle n'a pas suffi à oublier totalement cette pratique. Le travail des scribes arrivait-il peut-être au moment crucial où ces chants menaçaient de disparaître ? Réduites à de simples textes dépourvus de musique, certaines des œuvres des trobérites sont étudiées à ce jour, parfois, dans une perspective défaite de toute forme possible d'oralité, si l'on sous-entend que chanter de la poésie est une forme orale avant tout. Alors que nous souhaitions, par ce travail d'écriture, construire une histoire littéraire, nous nous sommes heurtés tout d'abord à la difficulté matérielle d'approcher des temps lointains. Les divers ouvrages consultés nous ont permis une meilleure compréhension du corpus, mais il n'en demeure pas moins que certaines questions au sujet des trobérites demeurent sans réponse. Nous avons orienté nos recherches vers des lectures spécifiques qui permettent l'élaboration d'un prisme, au travers duquel la trobérite se laisse seulement deviner et non définir avec précision. L'intérêt porté à ces poétesses d'un autre temps est remarquable, même si ces femmes sont surtout appréciées de quelques érudits, savants et chercheurs, plus que du grand public. Si public il y eut pour ce grand chant, il s'intéressa avant tout à la performance 1. L'existence de ce que nous nommons une expression des trobérites au même titre que celle des troubadours est indéniable. Ce débat achevé déjà depuis de longues années permet d'ouvrir la parole sur d'autres perspectives, néanmoins certaines dissonances apparaissent. L'une d'entre elles peut se résumer à la simple interrogation : dualité ou réelle pluralité dans la poésie lyrique des trobérites ? Leur poésie est complexe, et si l'on considère certains problèmes liés à la question du genre, résumer leur expression au seul souci de leur identité peut sembler réducteur. Nous savons qu'elles ont existé, c'est aussi cela qui nous importe et qu'il n'est plus nécessaire de démontrer avec acharnement. La réception des trobérites. Une histoire littéraire souhaite explorer et remettre à jour cette parole qui fut unique, celle des trobérites. Leur légitimité passe par le collectif, c'est-à-dire l'ensemble des écrivains, chercheurs, poètes qui ont manifesté un intérêt pour ces écrivains femmes du Moyen-Âge occitan. 2. Le postulat repose sur l'étude des différents points de vue énoncés dans les ouvrages consultés. À la lecture de ceux-ci, il convient d'observer une constante. Nous avons essentiellement, à partir du XIVe avec les manuscrits de main italienne et ceux jusqu'au XVIIe siècle avec le manuscrit de Béziers, des ouvrages illustrés à visée anthologique. L'important travail réalisé par les historiens et archivistes tels que C. Chabanot, A. Jean Roy, J. Boutière, permet d'obtenir un corpus qui réunit une vingtaine de textes de ces femmes poètes du Moyen-Âge, ainsi que des Vida et Razos ayant un lien direct avec leur existence. La visée principale de ces ouvrages consiste à réunir des textes, le plus souvent de troubadours, aux côtés desquels nous trouvons quelques poèmes de trobérites. Nous avons souhaité explorer un champ quasi artistique, celui du grand chant lyrique, à partir de la thématique principale qui est incarnée dans la personne de la trobérite, dans le contexte littéraire de la lyrique du Moyen-Âge. Ce travail d'investigation repose sur un point de départ. Le terme générique trobérites, celui-ci regroupe les auteurs féminins du Moyen-Âge situés dans la partie sud de la France, distingués de la partie nord par sa langue, la langue d'oc, plus tardivement nommée Occitan III. Pour des raisons évoquées précédemment, il est nécessaire de circonscrire un domaine historique, à savoir une production littéraire qui émerge de cette période nommée par J. Le Goff, le Haut Moyen-Âge, le distinguant du Bas Moyen-Âge IV, entre l'an 1000 et le XIIIe siècle. Une expression poétique avant tout qui a été énoncée à l'origine par un genre dit féminin. Plusieurs approches sont contenues dans ce sujet, et de façon presque liée. Il s'agit tout d'abord du domaine littéraire recouvrant des ouvrages historiques et théoriques regroupant les manuscrits, poèmes, Razos, Vida, anthologie, dictionnaire, encyclopédie, études littéraires, sociologiques, philosophiques, psychanalytiques et philologiques. L'objet que nous recherchons dans ces œuvres est la réception des trobérites, c'est-à-dire la façon dont sont appréhendés non seulement le corpus des textes poétiques des trobérites, mais aussi, nous le constaterons parfois,
les Trobérites elles-mêmes. Nombreuses sont les interprétations d'un tel mouvement poétique du Moyen Âge, d'un point de vue littéraire. Comme nous l'avons précisé dans la première partie de l'introduction, la dimension historique apparaît à la lecture des différents ouvrages consacrés aux Trobérites. Dans un premier temps, de par le caractère poétique du corpus, il semble évident que son appartenance à la littérature était de fait, même si celle-ci était orale. Dans un second temps et de façon conjointe, l'apparition d'un mouvement historique, lyrique et social devient incontournable, porté par les Trobérites. Certains ouvrages s'offrent à la lecture par le biais d'une forme de recension et d'énumération ayant pour thématique principale les Trobérites, autrement nommées femmes troubadours. Comme nous l'avons déjà évoqué, la dimension historique est latente, quasi omniprésente dans les différents ouvrages consacrés aux Trobérites. Cette perspective, bien évidemment comprise dans la rédaction des divers ouvrages de type anthologique, apparaît de façon plus lisible dans certaines œuvres critiques. Certains de ces travaux écrits, qui incorporent aussi les thèses, sont accompagnés de commentaires littéraires et proposent d'étudier la Trobérites à partir du corpus poétique, dans un contexte plus large qui emprunte au domaine de la sociologie ou de la sociolinguistique, tout en demeurant majoritairement dans le champ de la philologie. Tâche ardue qui consiste à cerner de façon scientifique la complexité des approches, car celle-ci ne permet pas toujours d'appréhender les différentes disciplines selon des normes précises. Les anthologies et biographies, y compris les Vidas et les Rasos, couvrent essentiellement la première partie de l'histoire littéraire médiévale qui nous concerne, ou du moins les premiers temps de son élaboration, c'est-à-dire les XIIIe, XIVe et XVIe siècles. Les écrits visent tout d'abord la préservation d'un patrimoine oral lié au parler de l'époque, et ce jusqu'à nos jours. Nous l'observerons, cette dimension de la parole comprend un double défi qui se veut à la fois immersion dans un monde de l'oralité, nous le vérifierons avec la diffusion des cansos et le succès des chansons de geste, mais aussi restitution d'un espace lyrique qui passe par l'écriture. Le caractère intime de la poésie des Trobérites permet de s'interroger sur la réelle destination de ces textes. On peut aussi penser, comme l'ont fait certains philologues, que l'élément qui distinguait la poésie des troubadours de celle des Trobérites résidait dans le caractère privé, pour ne pas dire sensible, de cette expression. Ces femmes de l'aristocratie se remarquaient par leur rang, à la différence de certains troubadours, pour qui la poésie était uniquement un outil d'ascension sociale. Nous le voyons donc, deux mondes se côtoyaient mais ne faisaient pas nécessairement corps. Or les manuscrits ont souvent mêlé les deux genres, féminin et masculin. C'est ainsi que diverses poésies des Trobérites sont retrouvées dans les manuscrits des XIIIe et XIVe siècles parmi celles des troubadours. Quelques siècles d'oubli creuseront un fossé entre le travail réalisé par les scribes italiens et l'œuvre du fabuliste Johann de Nostredame. Les Trobérites se retrouvent alors mêlés à une forme littéraire ayant trait à la fabulation, comme une figure presque mythologique. C'est en particulier la comtesse de Die qui attirera la curiosité de certains lettrés. Tel est le cas de la comtesse de Sévigné qui, au XVIIe, éprouvera une certaine attirance vis-à-vis de cette Trobérite de telle sorte qu'elle apparaît dans ses échanges épistolaires, sous une forme littéraire au style plus romancé que celui de ses prédécesseurs. Les Trobérites tombent de nouveau dans l'oubli pendant plusieurs siècles, puis réapparaissent avec évidence, grâce à un courant littéraire initié par A.H. de Rochegude. Cette personnalité animée par un souci de préservation et de diffusion du patrimoine lyrique occitan, permettra d'initier un courant plus large dédié à l'étude des textes des troubadours. À l'initiative de G. Paris, médiéviste et philologue français et de certains autres tels que P. Meyer et Hermène d'Épidal, la lyrique troubadouresque va rentrer de façon officielle dans l'histoire de la littérature française par le vecteur de la philologie. Ainsi d'autres auteurs de langue française et ou allemande tels que Hochschulz-Cora, Agenroy, Chabanot, Boutière vont perdurer et prolonger cette approche des textes de langue romane. C'est dans cet élan que la revue Romania est créée en 1872 par les romanistes qui les ont précédés. Gaston Paris, 1839 à 1903, et Paul Meyer, 1840 à 1917. Les Trobérites vont demeurer dans un paysage de la lyrique consacré avant tout à leurs homologues, les troubadours sans distinction réelle, jusqu'à la parution de l'ouvrage de J. Véran V qui consacre la totalité de son travail aux Trobérites qu'il nomme « poétesse provençale ».
La production d'écrits sur le thème des Troberites reste majoritaire pour la période que nous situons entre 1930 et 1991. Les points culminants seront atteints d'une part par M. Baugin avec son ouvrage « Les femmes troubadours » et d'autre part avec la thèse de Harriger, Troberites. Le mouvement féministe initié aux États-Unis va permettre un élargissement du panorama des recherches sur les Troberites. Le champ d'investigation va dépasser les travaux d'onomastique et de linguistique pour aboutir à des ouvrages ayant trait, nous l'avons précisé par ailleurs, à des dimensions sociologiques et historiques, venant nourrir le vaste domaine de la civilisation médiévale occitane. 1. Les origines possibles. A. Les sources littéraires. Ces sources littéraires comprennent bien évidemment les textes des Troberites, mais aussi divers documents qui pourraient attester de l'existence des femmes écrivains-poètes au Moyen Âge. Ainsi, il s'avère qu'aucun des poèmes ne fait apparaître le terme Troberites de façon lisible. Elles sont donc dans l'acte qui leur permet l'expression poétique, mais non dans une démarche qui serait plutôt de l'ordre de la catégorisation. Cependant, cette terminologie apparaît dès le XIIe siècle et permet de penser qu'elle participait déjà à l'élaboration d'une lyrique occitane. A. Le terme « Troberite ». Quelle désinence ? D'un point de vue de l'histoire littéraire, une des toutes premières fois où la présence de ce mot s'observe se trouve dans le roman du Moyen-Âge intitulé Flamenca. Ce terme, nous le verrons, sera repris de façon générique sous diverses formes graphiques par les différents auteurs qui auront pour objet d'étude la poésie lyrique médiévale. Citons le passage qui nous concerne. Amiga, perquip saram. Si de vos bons mots aviam? Vol domna doncas kiel diga? Sauvoil? En vos oprec, amiga. Arrogas donc ce y avait. Et là, que plan? Muemi de que? De que? Deuoc domna bosse? Margarida trobite pres. Eja iust bona troberis. Ou domna melor non vist. Dovo do alice en fora. Amis, pourquoi devrions-nous y réfléchir? Si nous obtenions de vous un mot satisfaisant? Vous voulez donc, dame, que je vous le dise? Si je le veux? Mais je vous en prie, amis. Écoutez donc s'il s'accorde avec les autres. Et là que plan, muemi de que? De que de quoi? Par Dieu. Oui, dame, n'est-ce pas bon? Marguerite, c'est très réussi. Tu es déjà une excellente trouveresse. Oui, dame, la meilleure que vous vîtes jamais. Vous et Alice exceptés. Flamenca, roman occitan du XIIe siècle, texte traduit et établi par Jean-Charles Huchet, vers 4447 à vers 4457, collection dit XVIIIe, Paris. Un terme, troberis, qui, d'un point de vue de l'étymologie, évoque le trobar et célès qui pratiquent cet art. Précisons qu'il s'agit pour nous de déceler la présence terminologique, et non d'approfondir le sujet, afin de dire pourquoi Flamenca est une Troberites. Cet aspect pourra être éventuellement abordé dans le paragraphe intitulé « Troberites et aristocratie ». Le choix des auteurs pour certaines appellations est déterminant dans leurs approches littéraires. Nous pouvons observer, parmi les ouvrages consacrés à la lyrique troubadouresque, compris entre les XVIIe et XXe siècles, une évolution de la terminologie par rapport au roman du Moyen-Âge, Flamenca. Ainsi assistons-nous à un glissement de la forme « is » attribuée à une seule personne, Marguerite, dans le roman de Flamenca, à celle de it, qui sera utilisée quasi sans exception après le Moyen-Âge. Cette forme, Troberites, sera adoptée par la plupart des auteurs qui consacreront leur plume à cette thématique. Précisons qu'Émile Lévy, dans le Petit Dictionnaire, répertorie le mot sous la forme la plus usitée 6. L'accès au répertoire raisonné, c'est-à-dire celui par lequel on classe et ordonne des données, s'effectuera dès le XIXe siècle par des outils littéraires qui passent par le terme générique, troubadour. Pourquoi un tel phénomène? Plusieurs lectures sont envisageables. Le travail d'exploration de la littérature médiévale du sud de la France s'est essentiellement tourné vers le corpus des troubadours, pour des raisons numéraires. Le corpus légué par les scribes du bas Moyen-Âge est largement conséquent, composé de plusieurs milliers de pièces poétiques musicales, pour lesquelles des mélodies ont parfois été retranscrites. 7.
Ainsi le texte des Troberites s'est-il peut-être confondu dans un premier temps dans l'abondance des textes de troubadours. Ce fait peut sembler banal, néanmoins il nous semble être à l'origine de l'absence d'intérêt dans un premier temps de l'histoire de la littérature pour les Troberites. Où qu'on commence, tout est mouvement et continuation d'un stade précédent. Toute exploration doit s'assigner des limites correspondantes, si faire se peut, aux phases réelles du processus historique. 8. Ces limites d'un éventuel champ d'investigation se borneront à la vaste période comprise, au niveau de la production littéraire, du Moyen Âge à notre époque. B. Les orientations. Si nous demeurons à l'époque du Moyen Âge, ce sont tout d'abord les textes transcrits par les scribes qui apparaissent comme un témoignage d'une éventuelle verve féminine. Le principe d'écriture reposant sur la restitution et l'imitation, on suppose que le moment de la transcription demeure, de facto, postérieur au moment où ces pièces ont été réalisées initialement, c'est-à-dire au moment de leur énonciation. Une certaine critique littéraire moderne posera un regard, qui parfois ne peut se défaire du contexte historique et social. Le couple homme-femme que l'on peut transposer en troubadour, troubadouresse est tout d'abord illustré par la figure du troubadour Gaucelm Fédy et sa femme qui l'accompagnait. Celle-ci lui prêtant voix et guitare. 9. S'agit-il d'une exception ? Le corpus des Troberites n'a pas ou peu été considéré, lors des siècles qui ont suivi l'écriture des chansonniers. Était-il moindre et sans intérêt, en comparaison des quelques milliers de textes poétiques attribués aux troubadours ? Parmi les ouvrages les plus anciens de recension après le XIVe siècle, dont nous avons connaissance, le manuscrit dit de Béziers 10, l'auteur père de Chasteuil-Gallaupe, 1644 à 1727, propose le contenu suivant. Page 5. À qui sont escrits latensos quantribada los trovadors de Provença. Table alphabétique, 5. 51. Rosine Diguet Madès de Cor. 59. Tanson de Seigné-Montant de la Domna. 93. Chanson de Ponce de Capdiouille. Sur la mort de Madame Nazalet. 171. Azalet, Araem Elfregtan Vengut. 174. Istate en concireur. La Contessa de Dia. 149. Moutavets Fechlon Kestage. Na Castelosa. Une dame anonyme. Cette présentation contenue dans une seule et même page précède des retranscriptions de poèmes médiévaux, de certaines d'Edith Troberites, comprises dans l'appellation Los Trovadors de Provença. Chacune d'entre elles est représentée par le biais de l'image probablement réalisée, d'après leur tenue vestimentaire, à la façon de l'époque, dont nous donnons ci-après 3 reproductions 11. À propos de ces illustrations, G. Brunel-Aubrichon propose la description suivante. Na Castelosa est représentée enceinte, les mains jointes, une croix sur laquelle est couché l'agneau à ses pieds. Azalet de Porquerag, en robe rouge et décolletée de courtisane, découvre des 2 mains les hautes chaussures sur lesquelles elle est juchée. La comtesse de Die, drapée dans une robe à l'antique, est campée dans l'attitude un peu théâtrale de l'orateur et se détache sur un paysage de nature conventionnelle. 12. Le manuscrit, que l'on nomme le manuscrit de Béziers, est un ouvrage à cheval sur 2 siècles, les XVIIe et XVIIIe siècles, qui présente dans une de ses parties 7 tensos, lesquels peuvent être associés à une plume féminine. En aucun cas, les auteurs de ces textes ne seront nommés Troberites par l'auteur du manuscrit, mais assimilés aux troubadours. Par ailleurs, 2 d'entre elles sont à nouveau citées dans le manuscrit, mais non associées aux images qui les représentent. Il s'agit de la comtesse de Die et Na Castelosa. Ainsi, grâce à ce manuscrit, nous avons un élément de réflexion qui permet de penser les Troberites dans le vaste ensemble que composent les différents corpus de la poésie lyrique. C'est les Vida Erasos, sources littéraires. Le travail des chercheurs s'est focalisé dans un premier temps, semble-t-il, sur ce que nous nommerions aujourd'hui des biographies. Ces textes de genre narratif sont attractifs pour le lecteur, car ils retracent de façon réaliste les vies, vida, et raisons rasos, afférentes aux auteurs qui nous intéressent. Cependant il semblerait que le terme qui leur sera associé n'apparaisse nullement dans ces traces écrites du passé. Le terme qui désigne les femmes poètes de la lyrique occitane ne figure ni dans les poèmes, ni dans les vidas ou rasos qui les concernent. Le mot apparaît pour la première fois au vers 4577 du roman anonyme du XIIIe siècle, Flamenca. Il désigne Marguerite, une des 2 servantes de l'héroïne,
Au moment où elle trouve un mot de 2 syllabes, capable de faire avancer le dialogue engagé dans l'église entre sa maîtresse et le Beauclerc. 13. De nombreux auteurs se sont inspirés de près ou de loin de cet ouvrage dans leurs travaux de recherche au sujet des Troberites. Le recueil en langue allemande édité par Hochschulz-Gora 14 est un des premiers du genre à figurer au début du XIXe siècle, après les manuscrits, dans ce travail d'élaboration qui permet la reconnaissance de l'existence d'une écriture troubadouresque où l'on peut remarquer la présence littéraire des Troberites. De langue française et allemande, J. Boutière et H. Schütz 15 réalisent dans la continuité une anthologie composée de 641 pages s'inspirant du travail de leur homologue allemand. Nous trouvons dès l'introduction en 1. Caractère et genèse et valeur des biographies des troubadours, la présence implicite des Troberites. Les vidas et les rasos trouvés dans les manuscrits sont un outil précieux. En les employant et les faisant figurer dans leur ouvrage, les auteurs attestent en quelque sorte l'existence des Troberites comme entité littéraire. 2. Les manuscrits. Les vidas et rasos ont été conservés dans une vingtaine de manuscrits, tous fragmentaires, qui s'échelonnent du XIIIe au XIVe siècle, mais dont les plus nombreux sont des XIIIe et XIVe. 16. 3. Les éditions. Les éditions du XIXe qui sont mentionnées et qui ont servi d'outil comparatif. Rochegude, page 20. Le Parnasse occitanien, ou choix des poésies originales des troubadours tirées des MSS. Nationaux, Toulouse, 1819. Renoir, page 21. Biographie des troubadours et appendice à leurs poésies imprimées dans les volumes précédents, Paris, 1820. Tome précédent paru en 1817. C.A.F. Mann, page 21. Die Werke der Troubadour in Preußischer Sprache, Berlin, 1853. Édition de l'Indigène. Page 22. Les vies des troubadours, écrites en roman par des auteurs du XIIIe siècle et traduites en français par un indigène, Madragou, à la librairie romane de Pierre d'Ansagno, Bibliothèque romane, 3e publication, Tarbes, imprimerie de J.A.L. Lescamla, 1866. Chabanot, page 22. Histoire générale de Languedoc, Toulouse, 1885. Édition Boutière-Schütz, page 23. Biographie des troubadours, textes provençaux des XIIIe et XIVe siècles, publié avec une introduction et des notes, Toulouse-Paris, 1950. Édition critique, 101 vidas et rasos sont répertoriés, selon des espaces géographiques délimités parmi lesquels 5 Troberites apparaissent. 1. Aquitaine, Poitou, Périgord, Limousin, Saintonge, Quercy, Bordelais, Agenais, Rouergue, Gascogne. Maria de Ventadorn, page 212. 2. Auvergne, Velay et Vivarais. Castellosa, Na, page 333. 3. Languedoc, Albigeois, Gévaudan. Azalet de Porquerolles, page 341. 4. Provence et Viennois. La Comtessa de Dia, page 445. Tibor, Na, page 498-17. B. Documents et histoire littéraire. A. Les sources manuscrites. Les différents manuscrits, ainsi que leurs références et localisations sont mentionnés. Le contenu détaillé de chacun, et son époque, permettent d'élaborer les tableaux référentiels suivants. Les noms d'auteurs suivis du signe suivant ne figurent pas dans la table alphabétique de J. Boutière et A.H. Schütz contrairement à celle de C. Chabanot 18, où ils sont mentionnés dans la table alphabétique ainsi que dans l'appendice. Ils figurent par contre dans l'index des noms propres, page 39. Le nom d'Almuc de Castelnou est associé à celui d'Iseux de Capnion, tout comme chez C. Chabanot. Le choix de la considération spatio-temporelle, concernant les Troberites est similaire à celui de J. Boutière, continuateur de ce travail déjà amorcé par son prédécesseur, C. Chabanot, dans un souci de réalité scientifique par des procédés de localisation et datation. Chez ce dernier, peu de vidas et rasos, cités essentiellement en langue française, mais un important travail de recension des auteurs au travers des manuscrits. Un ouvrage composé de 412 pages extrait de Histoire générale de Languedoc, E. Privat, Toulouse, 1885. Les vidas et rasos sont précédés d'une note 37, page 209. Sont répertoriés les différents manuscrits dans lesquels figurent les vidas et rasos. De la façon suivante, ABDEFHIKNOPR AB Gilles.
Cette classification est inspirée en partie par les recherches effectuées précédemment par Cabartsch 19. Les Vida Errasos sont aussi répertoriés et associés à la contrée d'origine du Trobador et de la Trobéritz mentionnée. Table méthodique 20. IE Aquitaine. 24. Maria de Ventadorn. 2. Auvergne et Velay. 10. Nacastelllosa. 3. Languedoc. 1. Azalée de Porcairagues. 9. Na Lombarda. 13. Iseux de Capnion et Allelmuc de Châteauneuf. 4. Provence et Viennois. 2. La COMTESSA de Die 21. 15. TIBORS, Na. Pour chaque nom de Trobéries, l'auteur propose un renvoi aux pages qui lui sont consacrées. Dans cette liste et dans la suivante, les auteurs, pas plus que les textes franco-provençaux, ne devraient à la rigueur trouver place. Mais puisque la Languedoc n'a pas moins de droits que la langue d'Oil à les revendiquer, en attendant qu'on s'accorde à les classer à part de l'une et de l'autre, il nous a paru convenable de les mentionner ici. Nous indiquerons d'ailleurs expressément, tant pour les auteurs que pour les ouvrages anonymes, leur qualité de franco-provençal, afin de prévenir toute confusion. Quant au travail effectué par Cabartsch 1872, dont il s'inspire parfois, l'auteur avance: nous nous sommes seulement efforcés de distinguer plus nettement qu'il ne l'a fait en plusieurs cas les troubadours homonymes et de ne pas faire indûment, comme il lui est arrivé plus d'une fois, deux personnages d'un seul. 22. C'est ainsi que nous trouvons les auteurs féminins classés par ordre alphabétique, et dont les numéros de pages suivants nous renvoient aux Vida Errasos dans lesquels les Trobéritz sont cités. À chaque auteur sont associés le genre ainsi que le contenu de sa création littéraire. ALAISINAYSELDA. Échange de Coblas avec Nacarenza, page 327. Alamanda Donzella, ou suivante de la Dame de Guiraud de Borneil qui portait le même nom. Une tenson avec Guiraud de Borneil, page 327. ALMUC de Castelnou, Na. Saint-Félix de Châteauneuf, à Ronde. Le Tournon Ardèche. Vers 1220, échange de Coblas avec Iseux de Capnion, page 329. Azalée de Porcairagues. Commune de Salles-du-Gardon, canton de la Grand-Combe, ARR d'Alais, gare 23, vers 1160, une chanson, page 335. BEIRIS égale Béatrix de Romans, Drôme. Une chanson adressée à une autre dame, qu'elle paraît avoir aimée d'amour, page 341. CARENZA, Na. Échange de Coblas avec ALAISINAISELDA, page 342. CASTELLOSA, Na. 3 chansons, page 269. Clara d'Anduze. ARR d'Alais, gare. Contemporaine d'Hugo 23 de Saint-Cirque, une chanson, page 259. Dit comtesse de. Vers 1160, probablement Béatrix, femme de Guillaume de Poitiers, 1135 à 1189. 4 chansons et une tenson avec son amant. Dit comtesse de Autre MSS perdue, page 285. Garçante de Forcalquier 24, comtesse de Provence. Mariée en 1192, veuve en 1209, se fit religieuse en 1222. Un couplet adressé vraisemblablement à Guy de Cavaillon, page 257, 302. GAUDARENCA, femme de Raymond de Miraval. Composa des danses, page 351. GORMONDA, Na, de Montpellier. Vers 1230. Un Cervantes, en réponse à celui que Guilhem Figueira composa contre Rome. Isabella, Na. Une tenson avec Elias Querelle. Iseux de Capnion, Chagnon, canton de Rive-de-Gier, à Ronde. De Saint-Étienne, Loire. Échange de Coblas avec Almou de Châteauneuf. Lombarda, Na, de Toulouse. Vers 1200. Un couplet avec Bernard Arnault d'Armagnac. Marguerite Douin, Rhône, ARR de Villefranche-sur-Saône, prieuré de Paultin 1288 à 1310, composa en langue vulgaire, c'est-à-dire en franco-provençal, dialecte du lyonnais, le récit d'une vision intitulée dans le MSS. Speculum Sancte Margarite Virginis Priores de Pauletin, et la vie de Béatrix d'Ornacieux, Livia Sainti Béatrix Virgina de Ornacieux. Maria de Ventadorn.
1180 à 1219. Une tenson avec Guy Dussel. TIBORS, Na, de Serranon, canton de Saint-Auban à RR de Grasse, Alpes-Maritimes, paraît avoir été contemporaine de Guy de Cavaillon. Un couplet. Peu à peu la présence littéraire des Trobéritz se dessine de façon plus ou moins précise dans le paysage occitan médiéval. Lorsqu'on regroupe ces deux ouvrages qui nous semblent fondamentaux de par leur contenu divers et cependant complémentaires, Vida, poème, Razos, nous obtenons une sorte de classification qui fait apparaître tout d'abord les sources littéraires, manuscrites, puis les noms d'auteurs, retrouvés à partir de ces mêmes sources. Ce processus permet l'élaboration d'une histoire littéraire des Trobéritz. B. Les Vida et Razos, les biographies des troubadours. Les biographies de la bibliothèque Barberini, dont s'est largement inspiré Chabano afin de réaliser son ouvrage, proviennent des manuscrits suivants, liste proposée par l'auteur lui-même 25. AMS 5232 de la Bibliothèque du Vatican. BMS 1592 de la Bibliothèque nationale, à Paris. DMS d'Est, autrefois à Modène. EMS 1749 de la Bibliothèque nationale. FMS L406 de la Bibliothèque Chigi, à Rome. HMS 3207 du Vatican. 1. MS 854 de la Bibliothèque nationale. KMS 12473 de la Bibliothèque nationale. N2. MS 1910 de la Bibliothèque de Feu Sir Thomas Phillips à Cheltenham. OMS 3203 du Vatican. PMS XLI 42 de la Bibliothèque Laurentienne, à Florence. RMS 22543 de la Bibliothèque nationale. A. MS 2814 de la Bibliothèque Barberini, à Rome. B. MS 4629 de la Bibliothèque Barberini, à Rome. Gilles. Manuscrit en la possession de M. Gilles I. Gilles, professeur à l'Université de Saragosse. Les tableaux qui suivent sont réalisés afin de réunir les nombreuses données de type historique, datation et sigle des chansonniers, nom des Trobéritz, de façon comparative à l'aide des travaux effectués par Giboutière et Schütz. Ainsi, nous pouvons accéder par une lecture des deux ouvrages à certains éléments, qui n'excluent bien évidemment pas la lecture des textes poétiques ainsi que celle des Vida et Razos. Ces tableaux, à la différence de ceux proposés pages 24 et 25, tentent de regrouper les différentes données, à savoir les manuscrits et les noms des Trobéritz qui leur sont rattachés suite à la lecture des Razos et des Vida. Ainsi nous pouvons observer que certains manuscrits ne correspondent pas au sigle utilisé par Chabano dans l'ouvrage « Histoire générale du Languedoc 26 ». Il ne s'agit plus d'une recension générale des documents existants, mais plutôt d'un travail lié au contenu même des manuscrits, Razos et Vida. Cette étape est due à l'évolution historique de la recherche, basée sur l'étude des textes du Moyen Âge. Tableau classificatoire des manuscrits en fonction de leur époque. C. Les auteurs et leurs sources manuscrites. Vida et Razos. Nous pouvons recenser 18 noms de femmes auteurs à partir des travaux effectués par Chabano, et observer que certaines ne possèdent pas de Vida ou Razos. Ce fait est déjà avéré chez Rochegude. Ces travaux de datation et de recension permettront plus tard à certains chercheurs de réaliser un travail de classification de telle sorte que nous obtenions, comme pour W. Paden, des données précises. Celui-ci propose une organisation historiquement inspirée directement de l'existence des troubadours, construisant ainsi l'expression des Trobéritz comme un sous-ensemble. 27. Dans son introduction, il propose une datation de l'existence des Trobéritz construite à partir de 5 périodes définies par l'activité poétique de leurs homologues masculins. La raison principale déjà évoquée par d'autres auteurs étant le faible corpus qui ne permet pas de dater chaque Trobéritz. The number of Trobéritz whose poems can be even vaguely dated is small. 28. Le nombre des Trobéritz dont les poèmes peuvent être datés est petit. Ainsi, nous avons pour les troubadours une liste donnée par W. Paden, ayant pour base de départ l'ouvrage de A. Jeanroy 29 qui est la suivante. Pour les troubadours. Période I, 1100 à 1140, Guilhem de Pétius. Période 2, 1140 à 1180, Bernard de Ventadorn.
Période 3, 1180 à 1220, Bertrand de Born. Période 4, 1220 à 1260, Pierre Cardinal. Période V, 1260 à 1300, Guiraud Riquier. Pour les Trobérites. Période 2. Azalet de Porquerolles 1173. Période 3. Almuc de Castelnou, Beginning of the XIII THC. Début du XIIIe siècle. Comtesse de Dia, attested in 1212, attestée en 1212. Contessa de Proença, married in 1193, widowed in 1209, entered a religious order in 1225, mariée en 1193, veuve en 1209, entre dans les ordres en 1225. Godaïrenka, wife of Raymond de Miraval, who was active 1191 à 1229, épouse de Raymond de Miraval, qui était actif en 1191 à 1229. Isabella, first third of the XIII THC. Premier tiers du XIIIe siècle. Iseux de Capio, exchanged Coblas vit Almuc de Castelnou, Coblas échangé avec Almuc de Castelnou. Lombarda, attested in a charter of 1206, exchanged Coblas with Bernard Arnault, Count of Armagnac, 1219 à 26, attesté dans une charte de 1206 à 26, Coblas échangé avec Bernard Arnault, comte d'Armagnac, 1219 à 26. Maria de Ventadorn, dit shortly after 1225, meurt peu après 1225. Période 4. Azalet d'Altier, addressed in a canso by UC de Saint-Cirque, who was active c. 1217 à 53, destinataire dans une chanson de UC de Saint-Cirque, qui était actif. Castellosa, early XIII THC. Castellosa, début du XIIIe siècle. Clara d'Anduza, perhaps contemporary of UC de Saint-Cirque, perhaps addressed by Azalet d'Altier, peut-être contemporaine duc de Saint-Cirque, échange peut-être avec Azalet d'Altier. Gormonde de Montpellier 30, c'est 1229. Guilhelma de Rosé, participated in a partiment with l'enfant Sigala, who was active C123 à 57, participe à un partiment avec l'enfant Sigala qui était actif. Domna H, 1220 à 40. Tibor, first half of the XIII THC. Première moitié du XIIIe siècle. L'auteur dénombre 16 trobérites et 324 troubadours qu'il ne nomme pas en totalité mais associe aux troubadours principaux, auxquels doivent s'ajouter 3 trobérites qui ne figurent pas en raison de l'absence de datation. Ale and Iselda, Béatrix de Roman, Carenza. A for the trobérites, we must set aside those who cannot be dated at all and those who are probably fictitious. 31. Comme pour les trobérites, nous devons mettre de côté ceux qui ne peuvent être datés et ceux qui sont probablement fictifs. Nous l'observons donc, il est important dans le cadre de la réception des trobérites, de pouvoir définir une période et si possible des datations précises les concernant. Il ne faut pas oublier néanmoins, avec l'importance que prennent les Vidas et Razos dans ce processus de datation, que ce qui les caractérise avant tout c'est leur poésie lyrique. Hélas, peu de textes nous sont parvenus, comme pour les troubadours, il convient dans une démarche historique, de repérer leur présence au moyen des seuls documents existants, Vidas et Razos, en n'omettant pas de les resituer dans leur contexte, afin de reconstituer ce qui aurait pu être le fruit d'un mouvement littéraire hors du commun, une poésie féminine occitane du Moyen-Âge. Ainsi, il convenait de s'attarder sur l'émergence de ces sources littéraires liées de près à la trobérite qui, pendant plusieurs siècles, allant du XIIIe siècle au XXe, le XXIe est selon nous écarté car il est plus tourné vers la numérisation et la haute technologie qui visent à diminuer la présence du manuscrit en tant qu'objet et outil de travail dans un but de conservation. C. La tradition du texte manuscrit. Jusqu'au XIIe siècle, les manuscrits sont copiés dans les établissements ecclésiastiques, principalement les abbayes, où ils servent à célébrer le culte et à nourrir la prière et la méditation depuis le début du christianisme. Tout d'abord, les grands monastères sauvegardèrent la littérature antique tournée vers l'humain et non vers le divin, et s'en nourrirent. Ensuite, plusieurs influences, étrangères au monde latin, pesèrent d'un grand poids dans la transmission de l'Église de toute littérature. 32. À partir du XIIIe siècle, un artisanat et un marché laïque se développent avec l'essor de l'université et des administrations et l'émergence d'un nouveau public amateur de livres. Les ateliers où sont élaborés ces objets se nomment des scriptoria.
Ce sont ces textes-là qui serviront de support à la recherche avec toutes les difficultés que comporte l'étude d'un document historique. A. Vida Erasos, un enjeu scientifique. Nous l'avons déjà observé, pour la plupart de nos chercheurs dans le domaine de la tradition manuscrite littéraire, la Troberites devra apparaître dans les Vidas, nommés afin d'être répertoriés. Ces textes sont pour les historiens des sources importantes, car ils justifient d'une façon datable la production à un moment précis d'une forme déterminée qui en l'occurrence permet de valider l'existence d'un fait réel. De quelle façon sont-ils reçus par les auteurs? Harriger prétend, dans la préface de sa thèse 33, éditée en 1991, que le contenu des éditions porte jusqu'alors principalement sur les Vidas et les Erasos et non sur les textes poétiques. La multitude des variantes dans les textes relevés et édités a, semble-t-il, complexifié l'édition de ceux-ci, comme par exemple le choix de transcription. In allen Fällen würde die Lesart der Basishandschrift grundsätzlich respektiert und auf graphisch Normalisierungen, bis auf die Unterscheidung von U und V. Dans tous les cas, la lecture des textes écrits à la main, manuscrits, a été respectée jusqu'à la distinction entre le U et le V. 34 se soucie de proposer une graphie normalisée lors de l'écriture de sa thèse, s'inscrit dans une tradition qui se veut respectueuse à la fois du scribe pour son manuscrit, pour le lecteur, ainsi que pour les différents travaux de chercheurs auxquels Harriger souhaite joindre ses efforts dans le but d'obtenir une certaine cohérence. Cet aspect concernant la graphie se matérialise dans la restitution du corpus des Troberites, précédé par les éventuelles variantes rencontrées dans les manuscrits. Ce travail minutieux est comparable aux travaux proposés par J. Boutière et A.H. Schütz, lorsque ceux-ci proposent des retranscriptions des Vidas. Nous avons dans leur édition une somme de commentaires qui laisse entrevoir un pan historique dans lequel s'inscrivent les poèmes des Troberites. Selon Harriger, certaines de ces biographies et histoires ne seraient cependant pas totalement fiables, car fruit d'un individu connu pour sa propension à la fabulation. Ainsi pense-t-elle que J. de Nostredame 35 aurait projeté ses fantasmes sur ces personnages fictifs. Weiden von Iachem genannten Damen ist also Vorsicht geboten, Sie könnten auch allein seine Fantasie anstammen, 36. Pour les dames présentées par lui, prudence est donc nécessaire, il se pourrait également qu'elle soit le seul fruit de son imagination. Ce point de vue résonne en écho à celui d'un autre auteur qui se prononçait déjà quant à ce fabulateur du XVIe siècle. J. Véran 37, disciple de C. Chabano, prétend qu'il s'agit d'un tissu de fantaisie et de mensonges impudents. 38. Il lui oppose un autre biographe, U.C. de Saint-Cirque, dont il s'inspirera afin de réaliser son ouvrage. Nous remontons le temps, autre siècle, même idée selon laquelle les Vidas inspirés de Nostradamus ne seraient que fiction, c'est alors Rochegude qui se prononce à ce sujet, Bastero, Quadrio, Cressamni, et l'auteur des Apostrophes. Une dissertation sur les troubadours, insérée au tome 4 degrés du dictionnaire de la Provence et du comté venessin, ont donné des catalogues de nos poètes, les uns alphabétiques, les autres historiques et chronologiques, tous également fautifs, parce que ces auteurs ont pris pour base les vies des troubadours publiées par Nostradamus, source première et source abondante d'erreurs. 39. On peut donc s'étonner de l'importance qui semble leur être accordée et ce, dans une perspective scientifique. Pourquoi Jean de Nostredame ne se rapprocherait-il pas à sa façon de cette tradition qui consiste à écrire au sujet d'un auteur dans le but de décrire son œuvre, sa vie, et tisser ainsi un lien entre le moment de son existence et l'époque qui les sépare? Nous le constatons, les postures sont différentes. L'une s'inscrit dans une stricte restitution du texte médiéval et son interprétation, c'est le rôle que s'attribuent les romanistes, et l'autre, celle de Jean de Nostredame, se situe dans une volonté de réécriture quasi totale d'une histoire littéraire du Moyen-Âge. Les textes des Troberites sont transcrits ultérieurement au moment où leurs auteurs les ont prononcés. Néanmoins, les Vidas Erasos semblent être exploitées tout d'abord pour les informations qu'elles recèlent d'après les auteurs précités, y compris J. de Nostredame. C'est une façon pour certains de construire de façon reconnaissable, dans une perspective d'appartenance à un groupe et un espace délimité, une réalité d'écriture. Cette position des chercheurs vis-à-vis du corpus aura pour résultat, pendant plusieurs siècles, un intérêt focalisé sur une des Troberites considérée comme majeure grâce au corpus qui lui est attribué, la comtesse de Die. Celle-ci correspond alors à ses homologues masculins,
dans l'idée qui se construit autour d'une lyrique troubadouresque qui aurait un corpus plutôt étoffé. Les poésies de la comtesse de Die, nommée aussi Béatrix de Dia 40, sont au nombre de 5. Voici comment est évoquée cette Trobéritz dans l'ouvrage de J. Anglade sous la qualité de poétesse provençale. Il manquerait un fleuron à cette couronne poétique, si nous n'ajoutions que les femmes s'exercèrent avec honneur à la poésie. On compte 17 poétesses. Parmi elles Béatrice, la gracieuse comtesse de Die, dont les chansons nous font connaître le roman d'amour avec le troubadour Rimbaud, comte d'Orange. 41. Nous développerons cet aspect dans le paragraphe, la comtesse de Die et les autres. Un biographe, souvent cité par de nombreux chercheurs parmi lesquels nous retrouvons entre autres Harriger, C. Chabano et H. Carstens, et Francesco da Barberino. Les Vida Erassos vont donner lieu à de nombreux écrits proposant de légitimer ainsi non seulement la production littéraire des Trobéritz elles-mêmes, mais aussi le fait pour certains d'écrire à leur propos. L'ouvrage de J. Véran 42 peut être donné à titre d'exemple pour illustrer cette position d'un courant littéraire du début du XXe siècle. Lui-même se présente comme le condisciple et ami de J. Anglade. Nous avons voulu, et ce sera une autre nouveauté de ce livre, donner tous les renseignements possibles sur leur vie et sur les aventures auxquelles elles ont pu être mêlées. 43. J. Véran quant à lui, accorde un certain crédit aux Vida Erassos, sous l'angle d'un apport sociolinguistique qu'il réunit sous les catégories suivantes. Les idées, les mœurs, les goûts, la vie de la société à cette époque dans les cours méridionales et sur la place qui y était faite aux femmes et aux poètes. 44. B. Vida et prose. L'intérêt scientifique porté aux Vida, leur lecture et interprétation donnent lieu à des fragments d'écriture qui s'inspirent parfois de leurs initiateurs, les scribes du Moyen Âge. Une importante littérature va ainsi réaliser, au travers des textes de l'époque, initialement en langue provençale, 45, non seulement un travail de réécriture, mais aussi de traduction en diverses langues romanes et autres. Voici, dans un court passage emprunté à P. Fabre 46, comment peuvent être traitées à notre époque les questions de biographie. Azalée de Porquerarga. Cette Trobéritz de Porquerargue, peut-être Portiragne, dans l'Hérault, appartient à la deuxième moitié du XIIe siècle. On la situe dans la descendance de cette autre Trobéritz que fut la comtesse de Die. Son biographe nous dit qu'elle s'éprit de Guy Gerja, le batailleur, seigneur de Montpellier et fils de Guilhem Véy, et qu'elle fit sur lui des cançons. Castelliosa na 47. Elle était d'Auvergne et vivait dans la première moitié du XIIIe siècle. Son biographe nous dit qu'elle était très belle et très instruite, qu'elle était Molaire d'El Turc de Mayrona et qu'elle aima Narmand de Bréon pour qui elle fit des cançons. Il nous reste d'elle 4 poèmes, écrits dans une belle langue. Voici un extrait de l'une de ses chansons. Clara d'Anduze. Peut-être était-elle la fille de Pierre Bermond, seigneur d'Anduze, baron de Sauve et co-seigneur de Sommières. On dit qu'elle était belle, avenante et cultivée, et qu'elle aimait et était aimée duc de Saint-Cirq. C'est pour lui qu'elle écrivit cette seule chanson qui nous reste d'elle, 48. En guise d'illustration littéraire, quelques vers sont proposés au lecteur. 4e et dernière strophe de Amix, Tané d'Irae de Feugnat et traduction ainsi que la première strophe de Dja de Chantard et traduction, 49. On peut reconnaître, dans l'évocation de ces quelques Trobéritz, 3 sur 17 c'est le nombre qu'a choisi l'auteur, des passages empruntés à différents ouvrages, entre autres, celui déjà cité de J. Boutière et A. H. Schutz 50. La présentation ne change guère de celle adoptée par certains de ses prédécesseurs. Pour le manuscrit de Béziers, nous avions des Vidas suivis de leurs textes poétiques. Les éléments qui peuvent s'inscrire dans une nouvelle conception pourraient être effectivement les formes brèves et condensées permettant à la façon d'un précis, l'évocation rapide et résumée de ce qui compose la taille d'un petit dictionnaire. Citons un ouvrage ayant pour sujet l'histoire littéraire qui mentionne de façon assez succincte les Trobéritz. Ainsi, voici comment elles apparaissent chez l'auteur C. Camproux dans l'histoire de la littérature occitane. Anduze, Clara D. page 110. Azalée de Porquerage 51. Casteldus, Dame de page 29. Carenza na. Lombarda na, page 62. Nous remarquons dans ce passage une différence entre les deux graphies. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.